Saison des pluies 2018 en Côte d'Ivoire, les zones à risque encore occupées par les populations malgré l'interdiction des autorités. Enfin, l'Homo sapiens serait 100 000 ans plus vieux que l'on pensait. C'est ce qui ressort d'une étude publiée au Maroc le 7 juin 2017. Bonsoir à tous, bienvenue. Une saison pluvieuse particulièrement dévastatrice est annoncée sur l'ensemble du pays pour 2018. Les précipitations ont déjà causé des dégâts dans certaines communes du district d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien a donc pris des mesures de protection, notamment inviter les populations des zones à risque à quitter les lieux. Mais ces décisions gouvernementales sont-elles respectées? On en parle avec Dangui Dangui. Des habitations sur le flanc de colline, des maisons construites dans un bassin d'orage. Nous sommes à Yopougon, précisément au quartier Jesco, porte d'entrée nord d'Abidjan. C'est des terrains villageois, ce n'est pas loti, ce n'est pas viabilisé. Donc, si l'État doit faire le travail correct, d'abord, ils n'ont qu'à s'apprendre à ceux qui ont vendu ce secteur, ces bordures de la route. Parce que quand l'État, ils ont fait le plan, il y a des espaces qui sont restés au bord de la route. J'ai besoin d'un petit dortoir. Si on me prend l'argent, on me dit, ah, il y a une place là, moi je vais l'acheter. Yopougon Sable, des constructions prospères à découvert sur les collines et sous les fils électriques haute tension. Mosikro, commune d'Atekoubé située au cœur du district d'Abidjan. Des immeubles accrochés au flanc de colline, des habitations dans le bas-fond, des concessions au bord du précipice, prêtes à se jeter dans le vide. Les usagers de ces sites ne cachent pas leur peur en cette période de pluie. Parce qu'il n'y a pas coin pour partir. Il n'y a qu'à nous donner un bon coin là, on va laisser ici. Chaque année, quand c'est la saison sèche, nos parents qui sont le long des flancs de la colline là, essaient de creuser. Ce qui met en danger les maisons qui sont en hauteur. Et quand il y a ce phénomène-là, ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de récupérer comme espace devient maintenant un cimetière. Ces installations sur les sites à risque choquent la plupart des populations. Elles invitent le gouvernement à montrer ses muscles pour mettre fin à ce phénomène qui coûte souvent cher en vie humaine. Je pense que chacun voit le risque qui arrive. Chacun doit au moins d'abord préserver sa vie parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas essayer. Voilà, on peut tout essayer sauf aller mourir et puis revenir. Donc je pense que chacun doit prendre conscience. En tout cas, je me demande même pourquoi les gens même ne considèrent même pas leur vie. Parce que moi personnellement, même si je vais aller au village, je vais aller au village. Je ne vais pas aller prendre une maison. Quoi que ce soit dans une montagne, ou bien je vois quelque chose qui est mauvais et puis je suis là-bas. À cause de quoi? Les installations sur les sites à risque persistent malgré les mesures gouvernementales pour protéger les populations. La saison des pluies, qui ne fait que commencer, promet des précipitations plus fortes que celles de 2017. Toujours en ce qui concerne la difficile saison des pluies 2018 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un plan d'action. Il s'agit de réhabiliter les infrastructures d'assainissement dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Précision de Doigt de Laser. 3 morts et de nombreux dégâts matériels. Voici le bilan des pluies diluviennes des 10 et 11 mai dernier à Abidjan. Ces incidents malheureux, dus à la forte quantité d'eau, comprise entre 60 et 90 mm, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabaye Koné. Face à ce drame, le gouvernement ivoirien a adopté un plan de réhabilitation des installations existantes et des travaux devant permettre de gérer les eaux usées et les eaux pluviales. Des mesures pour résoudre la question de l'assainissement sur le long terme et améliorer le cadre de vie des populations. 157 km de réseaux enterrés à Abidjan seront réhabilités avec la remise en état de 4 stations de pompage ainsi que des travaux neufs, à savoir la construction de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage et 4 stations d'épuration. Le projet prévoit également l'aménagement des systèmes de réseau, des ouvrages de surface ou souterrains et d'assainissement en réduisant significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales.
Les mesures d'urgence pour faire face aux inondations concernent les travaux de curage et d'entretien des ouvrages de drainage à Abobo, Cocody et Koumassi. Les opérations de libération et de sécurisation des emprises des ouvrages d'assainissement, de drainage, les travaux d'urgence et de construction de canaux de drainage des eaux pluviales à Abidjan, à Niamey, Daloa, Korogo, Dimbokro et San Pedro. Le recensement des sites pour des éventuels sinistrés et le prépositionnement de moyens d'intervention. L'équipement de centres interministériels de gestion de crise. Un plan d'action couvrant la période de 2018 à 2030 a été élaboré. Il est évalué à 530 milliards de francs CFA. En 2017, les inondations ont fait 15 morts, 2 disparus et 25 blessés. Dans l'actualité nationale également, le deuxième jour ce jeudi des épreuves orales de l'examen du brevet d'études du premier cycle 2018. 400 326 élèves en classe de 3e concernés. Les candidats sont interrogés en anglais. Les épreuves orales du BPC 2018 vont s'achever le samedi 9 juin prochain. Bientôt un centre d'alphabétisation des femmes à Korogo, dans la région nord du pays. C'est une initiative du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire. Le Chamsi veut ainsi lutter contre la non-scolarisation des filles dans le pays. Les explications de Kone Pariasoro. Selon les données de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, ce sont à travers le monde les personnes âgées de plus de 15 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Et l'on compte plus de 750 millions d'analphabètes, dont 2 tiers de femmes. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme qui était à 51% en 2002 est passé à 43,8% en 2015 et à 43,1% en 2017. Les autorités ivoiriennes, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ambitionnent de réduire ce taux à 20%. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, adhère à cette vision de l'État de Côte d'Ivoire. Les responsables l'ont signifié au cours de la nuit de prière et de reconnaissance à Dieu. Pour joindre l'acte à la parole, le Chamsi décide de mettre en exécution un projet de construction d'un centre d'alphabétisation des femmes à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Objectif, réduire au minimum le taux d'analphabètes dans cette partie du pays, tout en encourageant les femmes à apprendre à lire et à écrire. Nous devons encourager l'alphabétisation pour éduquer nos filles. Une fille bien éduquée, c'est vraiment un foyer, c'est des enfants bien éduqués, c'est une famille. Donc notre rôle aussi est d'accompagner ces jeunes filles-là pour les aider à l'instruction. La construction d'un centre d'alphabétisation des femmes à Korogo, une initiative bien accueillie par les participants. La femme est le socle de la famille. Éduquer une famille, c'est éduquer la nation entière. Et donc c'est effectivement normal que le Chamsi pense à cela. Nous sommes en 2018. Il est presque inconcevable de voir les jeunes filles qui ne savent pas lire ou écrire. Et donc cette initiative du Chamsi aujourd'hui pour permettre à nos sœurs de pouvoir lire, écrire, et même celles qui font le commerce pour pouvoir faire leur petite gestion est quelque chose de très important. Au cours de cette nuit de prière et de reconnaissance au Tout-Puissant, plusieurs thématiques ont été développées, dont les droits et devoirs de la femme en islam. Présentation du projet de construction du centre d'alphabétisation, collecte de fonds, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de reconnaissance à Dieu. Surprise au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. Le chef de l'État burundais avait promulgué une nouvelle constitution qui lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Pierre Nkurunziza, le président du Burundi, a annoncé aujourd'hui qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. La nouvelle constitution lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034.
Le président burundais rappelle avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue du 3e mandat. Pierre Nkurunziza explique qu'il se prépare à soutenir le nouveau président burundais qui sera élu en 2020. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature de Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête. Voilà des précisions de Ami Koulibaly. En Afrique du Sud, l'activité des mineurs illégaux désormais légalisée. Il s'agit pour les autorités sud-africaines de freiner l'exploitation illégale des ressources minières, le pays tirant 5% de ses revenus de ce secteur. Un nouveau gouvernement essentiellement féminin en Espagne. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a dévoilé hier son équipe. 11 femmes et 6 hommes ont ainsi prêté serment aujourd'hui devant le roi Felipe VI. On en parle avec Sylvie Touré. Cette fois, les femmes sont aux commandes au sein du gouvernement espagnol. Pour la première fois dans l'histoire politique, un gouvernement à dominance féminine. Le nouveau gouvernement Sánchez annoncé ce jeudi compte 11 femmes contre 6 hommes. Une répartition basée sur un unique objectif, l'égalité du genre. Le nouveau gouvernement de l'Espagne est le reflet de ce qu'il y a de mieux dans la société qu'il aspire à servir. Un nouveau gouvernement pour une société comme l'Espagne qui est la parité. La moitié des citoyens sont des femmes. Parmi ces femmes distinguées, l'actuel vice-président du gouvernement Carmen Calvo, personnalité socialiste de renom, occupant également le poste de ministre de l'égalité. Au poste de ministre de l'économie, Nadia, actuellement directrice générale du budget à la Commission européenne, et la ministre de la Justice, Dolores Delgado, procureur chargé des affaires de terrorisme. Ce gouvernement marque non seulement le changement de l'Espagne, mais également se veut pro-européen. C'est un gouvernement résolument européiste. L'Europe est notre nouvelle patrie, l'espace dans lequel nous devons nous renforcer afin d'apporter les réponses efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. Avec ce gouvernement inédit, dont les membres ont des profils techniques et surtout des expériences avérées, Sánchez mise gros. Mais les défis restent imminents pour un parti minoritairement représenté au Parlement. Le Parti socialiste, ne disposant que de 84 députés sur 350, devra donc se frotter à la question de la Catalogne. Il devra rétablir la relation et la communication avec le nouveau gouvernement indépendantiste dirigé par Quim Torra. C'est une découverte considérable. Le 7 juin 2017, une équipe de scientifiques a démontré que les plus vieux fossiles d'Homo sapiens retrouvés au Maroc seraient âgés de plus de 300 000 ans. On pensait jusqu'à présent que c'était Homo kibish en Éthiopie qui était le plus ancien Homo sapiens. Son âge était estimé à 200 000 ans. Les explications de Dangui Dangui. Le nom de Gebel Ir-Oud est devenu mondialement célèbre le 6 juin 2017 quand les professeurs Ben Henser et Hublin ont publié leurs travaux sur la datation du reste humain vieux de 300 000 ans, soit l'Homo sapiens le plus vieux jamais trouvé en Afrique ou ailleurs. Le site d'environ 3 hectares se trouve dans une zone montagneuse de la région de Safi, ouest, à 400 km au sud de Rabat, où sont exploitées des mines de barytine, une pierre utilisée dans l'industrie pétrolière. Les hommes de Gebel Ir-Oud ont ainsi détrôné Homo 1 et Homo 2, découverts à Homo kibish en Éthiopie et datés autour de 195 000 ans. Leur découverte a mis en mal l'idée d'une évolution humaine linéaire issue d'Afrique de l'Est et d'un jardin d'Éden éthiopien. L'homme d'aujourd'hui serait plutôt le fruit de groupes dispersés dans toute l'Afrique. Elle questionne aussi la représentation de l'évolution de l'homme, se résumant à un singe qui se dresse et devient un bipède humain, estiment les archéologues de Gebel Ir-Oud. En 2004, les anthropologues montent une coopération scientifique. L'Institut de Leipzig finance l'enlèvement de 200 mètres de cubes de blocs de pierre pour dégager le site et assurer les datations, ce qui coûte le plus cher en archéologie. 3 mètres d'épaisseur de dépôts anciens ont été préservés, au sein desquels
16 ossements humains supplémentaires seront exhumés année après année. Au total, 5 individus, dont un ado et un enfant de 7 à 8 ans. De nombreux éclats de silex brûlés seront aussi trouvés. Le site de Djebel Irhoud, devenu le nouveau berceau de l'humanité depuis la découverte de restes d'Homo sapiens de 300 000 ans, considérés comme les plus vieux du monde, a été classé patrimoine national par les autorités marocaines. Les autorités marocaines ont aussi lancé une étude de mise en valeur, prévoyant notamment l'installation de clôtures aux normes et des aménagements pour une meilleure accessibilité. Merci de nous avoir suivis.